Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public. Édition du Nouvel Esprit Public que je vais ouvrir en vous donnant quelques petites nouvelles de notre petite entreprise et d'abord en nous livrant à cet exercice fort agréable qui consiste à remercier quelques-uns de nos donateurs. Je commence en exprimant nos remerciements à Laurent Ben Saïd, à Albert Lemel, à Patrick Ève et à Marie-Christine Abel. Et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, enchaîne. Je remercie pour ma part Emmanuel Bouhana, Philippe Magnin, Laurent Migosi et Yves Cloître. Avant que Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, prenne le relais. Eh bien, notre gratitude va à Hélène Cassen, à Claude Gazia, à Michel Carade et à Yann Lebellégo. Et que le témoin soit passé à Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. En ce qui me concerne, je remercie 4 femmes, Doriane Hubert, Corinne Meyer, Perrine Jo et Florence Chartier-Loman. Elle a un bien joli patronyme, Corinne. Et le relais arrive à François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. Et moi je salue et je remercie Julien Vignoli, Vincent Laurent, Frédéric Poignant et Geoffroy Fouquier. Merci à eux et merci à tous les autres dont les noms viendront au fur et à mesure de ces enregistrements. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui cette semaine se penche sur la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron sous le titre « Macron contre Macron ». Opposition introuvable, OPA sémantique, retour du clivage des classes, bref, comme l'écrit Éric Fotorino, l'un des 2 fondateurs du journal, il y a une paille dans l'acier macronien. Notre lettre d'information vous a donné des nouvelles de nos thématiques et notamment de leurs invités. Notre espoir d'organiser un enregistrement public d'ici la fin juin devrait être bientôt concrétisé. La plus grande salle qu'on nous ait proposée ne contient pas moins de 900 spectateurs. Donc jusqu'à présent, nous avons rempli le théâtre de l'école alsacienne qui n'en contient que 300. Peut-être que si vous venez avec vos hologrammes, nous pourrions atteindre les 900 auditeurs présents. Je ne vous redis pas que nous comptons sur vous pour faire connaître notre site et ainsi informer celles et ceux qui l'ignorent encore que nous sommes sur la toile et qu'en 2 clics, ils pourront nous retrouver lenouvelespritpublic.fr. Je vous propose maintenant que nous essayions d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous commencerons par les mouvements sociaux. À l'orée de la 2e année du quinquennat, le pays connaît de nombreux mouvements sociaux en réaction aux différents projets de réforme. Depuis le 3 avril, le mouvement des cheminots s'oppose à la réforme de la SNCF, tandis que pour protester contre la loi OR et la réforme du baccalauréat jugée élitiste, plusieurs universités sont occupées et que les fonctionnaires dénoncent ce qu'ils considèrent comme la casse de leur statut. Ils s'opposent au gel du point d'indice, à la réintroduction du jour de carence ou à la suppression annoncée de 120 000 postes d'ici à 2022. Selon eux, le manque de moyens, le manque de temps et l'épuisement global des effectifs entraîneraient une dégradation générale des conditions de travail et une baisse de la qualité des services. La grogne a atteint les lycéens, confrontés au dysfonctionnement de la plateforme Parcoursup, qui aurait laissé plus de la moitié des élèves sans affectation pour l'année prochaine. Au début de l'année, dans une tribune publiée par Libération, un collectif de 1000 médecins et cadres de santé s'était alarmé de la nouvelle cure de rigueur du budget de la santé et avait dénoncé la baisse de la qualité des soins et la démotivation des soignants. Mais le mécontentement ne se limite pas au secteur public. À Air France ou à Carrefour, nombre de salariés ont décidé de faire grève et demandent une hausse des salaires, de meilleures conditions de travail ou la certitude de conserver leur emploi. Ces mobilisations, comme celle du 1er mai, ont quelquefois enregistré un niveau inédit de violence perpétré notamment par les Black Blocs. À ces préoccupations s'est ajoutée en mars une forte mobilisation contre la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb, jugée inhumaine dans son traitement de l'immigration irrégulière et dénoncée à l'intérieur même de la majorité.
Mais si les syndicats sont unis pour la première fois depuis 2010, le nombre de manifestants a diminué des 2/3 entre le 22 mars et le 22 mai, et même à la SNCF, où 95% des cheminots se sont prononcés contre la réforme lors d'un vote action. La mobilisation semble faiblir puisque un TGV sur 2 circule désormais contre 1 sur 5 au plus fort de la grève. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Je crois qu'une question se pose au vu de ce que vous venez de décrire, c'est évidemment comment peut-on s'opposer à Emmanuel Macron et au gouvernement d'Édouard Philippe d'une façon qui puisse être entendue par la société. Parce que ce qu'on peut noter, c'est l'espèce de contradiction qui existe entre ces mobilisations avec une forme d'unité syndicale assez inédite, notamment du côté de la SNCF, mais aussi, comme vous venez de le rappeler, lors de cette manifestation du 22 mai qui vient d'avoir lieu et qui n'a pas fait le plein et qui en même temps avait en tête de cortège l'ensemble des leaders syndicaux, des syndicats réformistes à ceux qui sont qualifiés, je dirais, de plus corporatistes, mais je ne sais pas si j'emploierais ce terme que je trouve un peu péjoratif, en tout cas de ceux qui disent qui sont plus du côté de la lutte des classes, disons. Et donc c'est une contradiction et par exemple l'opinion publique continue à soutenir fortement la réforme de la SNCF, alors même que le contenu de cette réforme a été largement critiqué, à la fois sur la question de la dette, sur laquelle le gouvernement n'offrait pas de possibilité à l'origine, à la fois sur la façon dont on faisait tout peser sur le statut, alors que la question de la dégradation du service public du chemin de fer est évidemment un peu plus compliquée. Et donc il y a cette question de comment est-ce qu'on peut avoir des contre-pouvoirs dans ce gouvernement, face à ce gouvernement Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Il y a cette question au fond du fonctionnement de la démocratie en France qui est largement posée. Je dirais que sur le sujet asile et immigration, par exemple, qui est celui qui a suscité le plus d'indignation, à mon avis, à très juste titre, il n'y avait pas de manifestation dans la rue, parce que d'une certaine façon, on a du mal à se faire entendre lorsqu'on est sans papier, lorsqu'on est demandeur d'asile, etc. Mais qu'il y a eu peut-être le plus de débat public. C'est une des contradictions qu'on doit soulever aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, la grève, la manifestation n'apparaissent plus forcément parfaitement adaptées pour se faire entendre et défendre cette idée d'un autre projet que celui porté par le gouvernement, alors même que la critique du projet porté par le gouvernement se fait de plus en plus nette. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette question ? Est-ce que la société française est mûre pour organiser une forme de démocratie un peu plus adulte, ou est-ce qu'elle doit continuer à s'en remettre à un homme providentiel et au gouvernement qui l'a mis en place ? Je crois que c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Marc-Olivier Padis. Oui, pour enchaîner sur ces réflexions-là, je suis d'accord sur l'idée de l'homme providentiel. La surprise, c'est que Emmanuel Macron se soit un peu coulé dans ce modèle après avoir fait une campagne qui était plus liée à de la démocratie participative et des formes d'action un peu différentes. Et il se retrouve dans une situation où il donne le sentiment de vouloir contourner les corps intermédiaires et en particulier les syndicats, ce qui est tout de même une erreur stratégique. Alors évidemment, ce n'est pas neuf, parce que c'est une tradition. Il y a très peu de gouvernements qui ont vraiment joué la carte des partenaires sociaux. Mais en l'occurrence, je pense que c'est un contresens sur la signification de l'élection d'Emmanuel Macron s'il pense qu'il a été élu pour contourner les médiateurs habituels de la société française. D'abord parce que tous les électeurs d'Emmanuel Macron, et même ceux qui ont ensuite amplifié le mouvement en votant La République En Marche aux élections législatives, n'ont pas voté pour un programme de ce type. Pour un renouvellement de la classe politique, oui, mais pas pour un contournement de la société civile. Deuxièmement, La République En Marche n'est pas capable aujourd'hui de se substituer aux interlocuteurs de la société civile. Déjà, c'est un parti qui peine à se constituer en tant que parti politique. Il est très loin d'être capable de représenter un nouvel interlocuteur de la société ou de faire remonter, disons, les expressions des couches profondes de la société, ce qui était un peu dans sa vocation. Donc on se retrouve dans une situation finalement très classique de bonapartisme habituel de la Ve République, et on revient à des réflexes issus de la haute fonction publique, c'est-à-dire gouverner d'en haut et s'adresser aux Français par un jeu de communication. Alors c'est un jeu quand même très ambigu, parce que chaque camp, dans cette confrontation, d'un autre côté, il faut dire que la CGT et Force ouvrière, qui jouent le jeu de la contestation, se trouvent aussi dans une impasse stratégique. D'une part parce que les mouvements syndicaux s'affaiblissent, Philippe l'a dit dans l'introduction. Deuxièmement parce que l'opinion ne les suit pas. L'opinion pense que le gouvernement
ira jusqu'au bout sur la réforme de la SNCF et pense que d'ailleurs cette réforme doit se faire. Et donc ces syndicats contestataires n'ont pas de perspective de sortie. En réalité, ils sont rentrés dans la grève, bien sûr pour des questions de fond, parce qu'ils défendent leur conception du service public, mais aussi parce qu'ils ont peur. Enfin, ils sont dans une situation de concurrence interne des mouvements syndicaux et surtout, ils avaient peur de se faire déborder par une base non structurée. Ce qu'on voit aujourd'hui à l'université, par exemple, c'est un mouvement informel avec des petits groupes extrêmement radicaux et pas du tout une action structurée qui est capable d'entraîner une majorité des étudiants. Donc, la CGT et Force ouvrière avaient peur de ça à la SNCF, de se faire déborder par leur base, et donc ils se sont jetés dans ce mouvement de grève, mais ils n'ont pas de perspective véritablement. Et donc on est dans cette confrontation en fait entre le gouvernement et des mouvements contestataires qui se renforcent mutuellement, c'est-à-dire que le gouvernement est renforcé dans son discours sur les blocages de la fonction publique et les syndicats contestataires se sentent renforcés dans leur discours sur un pouvoir aveugle et sourd aux revendications des Français. Donc il faudrait pouvoir sortir de ce type de confrontation. Alors, il y a une perspective parce qu'il y a quand même des syndicats réformistes. On voit que l'UNSA et la CFDT ont proposé une porte de sortie pour le conflit à la SNCF via des amendements au Sénat. Donc on va voir, Édouard Philippe a l'air plus réceptif que l'Élysée au dialogue avec les syndicats. Et on a aussi un syndicat réformiste, je tiens à le souligner, à l'université, la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, qui est aujourd'hui le premier syndicat étudiant, qui est pour la réforme à la fois de Parcoursup et des changements de l'entrée à l'université et qui accompagne les étudiants. Mais évidemment, dans la situation que j'ai décrite, les réformistes toujours pris un peu en étau entre les deux logiques antagonistes. Jean-Louis Bourlange ? Oui, je trouve que nous vivons une période absolument insaisissable, extrêmement difficile en fait à appréhender, à comprendre. J'en donnerai un exemple. Il est clair, quand on interroge, les instituts de sondage le font, quand on interroge les Français sur Macron, président des riches, ils sont très nombreux à dire que oui, Macron est le président des riches. En temps normal, ça vaudrait une critique, une condamnation à mort sur le plan politique. Bah, pas du tout. Quand on regarde en même temps, ils disent que à 53%, dans certains sondages, ils disent que oui, ben c'est bien. On a eu raison de supprimer de prendre des mesures sur l'ISF, etc. Donc il y a une espèce de perte de sens de l'opinion. Les valeurs traditionnelles n'existent plus. Et en même temps, du côté du gouvernement, il n'y a pas une offre qui est très crédible, très compréhensible. Les gens savent très bien le monde qu'ils quittent, ils comprennent très bien, même chose pour les fonctionnaires, d'ailleurs, ils disent que les fonctionnaires sont plutôt avantagés, et donc les fonctionnaires, bon, très bien, ils sont avantagés, on n'a pas de raison de se mobiliser derrière eux. Sur la SNCF, ils sont de plus en plus hostiles aux grévistes SNCF, et en même temps, les grévistes continuent. Donc il y a une espèce d'éclatement de l'opinion en face des problèmes qui n'est pas favorisé, qui n'est pas combattu par le gouvernement, qui ne sait pas très bien, qui n'offre aucun modèle. Moi, ce qui me frappe, ce qui me gêne d'ailleurs, c'est qu'on a d'un côté un président qui a beaucoup de style, beaucoup d'autorité, qui parle très bien, mais on ne voit pas derrière ça quel est le modèle démocratique. On a un projet de révision constitutionnelle, il y a pas mal d'éléments qui sont intéressants, d'autres qui sont contestables, mais on n'a pas la signification de ce mouvement. En 58, quand Debré fait la Constitution pour le général de Gaulle, on voit de quoi il s'agit. Renforcer l'autorité du gouvernement, rétablir l'autorité de l'État, abaisser le Parlement. Quand la modeste réforme qu'a faite Sarkozy avec le comité Balladur, c'était quelque chose, dans le comité Balladur, on avait une mission précise, simple, qui était, que Balladur avait très bien définie, il faut réhabiliter, il faut rétablir l'équilibre
au profit du Parlement qui a été exagérément méprisé, martyrisé par la Constitution de 58. Donc on le fait plus ou moins bien, c'est un problème, mais il y avait une ligne. Là, on ne voit pas. Sur le plan social, on ne voit pas quel est le projet. Ce qui est très frappant, c'est l'affaire sur le plan Borloo. Je ne crois pas que le plan Borloo ait été génial. Je crois qu'il était très coûteux, et je crois que Jean-Louis Borloo, qui connaît bien ces choses, a un peu accommodé les restes. Il a un peu pris tout un certain nombre de choses qu'il avait avant. Mais la réponse du président de la République a été étrange, parce que c'est quand même le grand défi de tout gestionnaire de la société française aujourd'hui, c'est de savoir comment mieux intégrer les Français des banlieues, les 5 millions de musulmans qui sont à la marge de la société, qui sont à la marge du pacte républicain pour certains d'entre eux. Et là, il y a une grande ambition sociale à tracer. Or, elle n'est pas tracée. Deuxièmement, quand on libéralise la société, ou on tente de libéraliser la société, il faudrait avoir un grand projet que seul le ministre de l'Éducation me paraît porter, d'égalité des chances, le grand, dans une société qui se veut libérale, il faut opposer le mythe de le bâton de maréchal est à la portée de chaque soldat. Donc il y a un appel à la mobilité, une organisation de la mobilité, ce qu'avait fait par exemple Richard Descoings d'une certaine façon, on peut contester à Sciences Po, mais il y a ce modèle-là, il n'est pas vraiment présent. Et le modèle économique non plus, parce qu'on voit bien que on devrait tordre son cou à la dépense publique. Or, le premier président de la Cour des comptes l'a rappelé récemment, ce n'est pas le cas. Donc on a à la fois une société qui est très profondément éclatée dans ce qu'elle attend, qui sait que l'ancien monde est mort, qui ne voit pas le nouveau monde paraître d'une façon cohérente et ordonnée, et du coup, des comportements, et c'est ça là-dessus que je voudrais conclure, c'est ça qui me paraît frappant, des comportements, des corps sociaux qui me font penser à la thèse de Durkheim sur le suicide. Durkheim explique le suicide, les gens ne se suicident pas parce qu'ils sont dans une situation difficile, ou même désespérés, ils se suicident quand ils ne savent plus, quand ils sont désorientés, quand ils sont en situation d'anomie, quand ils ne savent pas où ils vont. Or là, je prendrai 2 exemples. La SNCF, nous avons des gens qui sont engagés avec fermeté, avec beaucoup d'acharnement contre le gouvernement dans un mouvement de grève qui ne peut conduire à rien. Le gouvernement ne cèdera pas, ils perdent leur argent. C'est un mouvement qui ne peut se terminer que mal pour tout le monde d'ailleurs, mais mal en particulier pour ceux qui le mènent. Donc c'est une attitude très négative. Le deuxième exemple qui est absolument fascinant, c'est Air France. Air France, on est dans une situation à Air France, mais complètement givrés. D'abord, ces gens revendiquent pour leur salaire alors qu'ils sont actionnaires de leur boîte et l'action Air France a complètement dévissé. Ils ont perdu bien plus en capital que ce qu'ils n'ont pas gagné, si je puis dire, en salaire. Deuxièmement, cette entreprise vaut maintenant, le cours boursier de cette entreprise vaut 1/3 de la valeur de ses actifs. C'est-à-dire que si tous les 5, on est amené à acheter Air France, on rachète Air France, on ferme, on vire tout le monde, on dépose le bilan, on vire tout le monde et on vend les avions. Et on aura 5 ou 6 fois plus de la valeur boursière. Donc, nous avons là des gens des pilotes, des gens de haut niveau, qui se suicident. Et je trouve que c'est ça qui me paraît absolument tragique dans la situation française aujourd'hui, c'est que on voit des gens qui savent que c'est fini, que les beaux jours ne reviendront pas sous la même forme qu'avant et qui en même temps ne savent pas quoi faire et sont dans des stratégies assez désespérées. François Bujon de l'Étang. Moi, je vais me distinguer un peu de Jean-Louis dans la mesure où je ne veux pas passer en revue tout ce qui ne va pas dans la société française parce que l'heure d'émission n'y suffirait pas, ni même toute celle du mois de juin, je crains.
Mais je voudrais me concentrer sur le phénomène des grèves, parce qu'il y a quand même quelque chose de très paradoxal dans la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que nous avons un paysage terriblement tourmenté, avec une grève qui se poursuit à la SNCF, sans qu'on voit clairement où elle mène, avec une mobilisation qui faiblit, certes, mais qui faiblit très lentement. Le conflit à Air France, là, j'en rejoins tout à fait Jean-Louis pour dire qu'il est tout à fait absurde, mais il est tout à fait sans issue aussi, tant qu'il n'y a pas de direction générale opérationnelle chez Air France. Et de toute façon, les syndicats qui ont tué leur société, on en a déjà vu, il suffit de regarder de l'autre côté des Alpes, Alitalia a été tué par ces syndicats, dans des conditions tout à fait semblables à ce qui est en train de se passer chez Air France. On voit aussi un mécontentement chronique dans la fonction publique. La journée d'action à laquelle nous venons d'assister était en réalité la 3e déjà, en quelques mois. Et en effet, il y a une unité syndicale, mais par contre une mobilisation assez faible. Et puis l'agitation dans les facultés, le blocage des examens, qui déborde très largement le cadre syndical, puisqu'il y a énormément dans les piquets de grève ou de blocage de gens qui n'ont rien à voir avec les étudiants ni avec les syndicats. Ajoutons-y les violences, les black blocs, tout ce que vous voudrez, Tolbiac, ce qui se passe dans un certain nombre de facultés, l'incantation permanente à la convergence des luttes, entre guillemets, parce que ça fait partie des ritournelles permanentes, la référence également permanente à mai 68, et je crois que le fait que nous soyons au mois de mai 50 ans plus tard n'aide pas, parce qu'au niveau, disons, subliminal, l'ombre de mai 68, l'ombre portée, pèse sur tout cela. Et l'agitation des insoumis, depuis la fête à Macron jusqu'à la présence de députés de la France insoumise dans les piquets de grève devant les facultés. Bref, le général de Gaulle aurait dit un paysage qui s'apparente à la chienlit. Alors, est-ce que c'est la France de toujours? Est-ce que j'ai déjeuné hier avec un ami américain qui en riait? Il a dit, c'est vraiment pour nous autres, anglo-saxons, c'est un paysage complètement inconnu, mais c'est un paysage dans lequel la France a l'air de vivre avec une relative aisance. Tout le monde s'arrange par rapport aux grèves. Vous ne pouvez pas prendre le train, ni l'avion quand vous voulez le prendre, mais enfin, tout le monde a l'air de s'en accommoder tout compte fait, et la vie continue chez vous. Vous êtes extraordinaire. Ça, c'est un point de vue que l'on peut comprendre, vu d'ailleurs. Alors, en un sens, c'est la France de toujours, oui, parce que l'impossibilité de réformer ce pays, Dieu sait qu'elle a été dénoncée par tout le monde, l'extrême conservatisme des syndicats qui s'opposent à des propositions de réforme sous n'importe quel gouvernement, parce que je vous rappelle que avant de se dresser contre la réforme du Code du travail, la CGT, par exemple, menait le combat contre la loi El Khomri dans des conditions finalement assez similaires. Donc, d'un gouvernement à l'autre, le refus de toute réforme et la crispation sur la défense des avantages catégoriels, ça fait partie du paysage permanent. La concentration de la puissance syndicale sur la fonction publique et sur le secteur public d'une façon générale, et singulièrement sur le secteur des transports, fait que tout ceci est amplifié par la nature des réformes qui sont actuellement débattues. L'incantation permanente à la défense du service public à la française, la dénonciation de privatisation ou de menaces de privatisation, même lorsqu'elles sont imaginaires, comme c'est le cas de la SNCF, tout ceci rencontre beaucoup d'échos. Et la récurrence permanente aux grandes crises sociales du passé, soit à mai 68, soit à Juppé et ses ennuis de 1995, soit à Villepin et le CEP, montre que tout ceci s'inscrit dans une espèce de geste qui est devenu rituel. Mais en fait, dans la situation actuelle, je trouve qu'il y a pas mal de nouveautés, finalement, si on la regarde. D'abord, la nouveauté vient de la multiplicité et de l'importance des réformes envisagées. J'avais entendu Sarkozy jadis théoriser le fait qu'en France, si vous voulez faire une réforme, vous concentrez immédiatement le feu de tous les opposants. Mais que si vous en ouvrez plusieurs à la fois et que vous menez plusieurs fronts à la fois, vous dispersez l'opposition et que vous rendez plus difficile, finalement, le blocage. Il semble que M. Macron ait suivi cette théorie. Il a ouvert effectivement beaucoup de chantiers. Et nous avons des réformes importantes sur le Code du travail, sur la SNCF, qui est effectivement une réforme importante, sur la réforme de l'accès aux universités et bientôt sur la réforme du baccalauréat, et sur la réforme de l'État, dont le chantier s'ouvre seulement pour ce qui concerne la fonction publique. Bientôt, d'ailleurs, la réforme du régime des retraites qui va drainer certainement l'uniformisation, la fusion des systèmes de retraite va évidemment
évidemment drainer énormément de protestations. Donc, en un sens, déjà, le fait que ce soit un cirque à plusieurs pistes, si je puis utiliser cette métaphore douteuse, est en soi une novation. L'autre novation, pour moi, c'est l'absence de mobilisation vraiment de l'opinion publique contre les réformes et l'absence de soutien aux syndicats, souvent, soutien de l'opinion aux syndicats. La grève de la SNCF est assez emblématique à cet égard. Pourquoi ? D'abord parce que la SNCF a mauvaise image et que tout le monde a ses griefs contre la SNCF. Il suffit d'écouter ce que disent les gens sur leur récent voyage. Ensuite, parce que je pense que la nécessité d'une réforme est assez bien perçue, de même que les nécessités entraînées par l'ouverture à la concurrence. Mais pour ce qui concerne l'éducation nationale aussi, finalement, la réforme du système d'accès, l'innovation de Parcoursup qui est encore balbutiante et qui va sans doute connaître des ratés pour sa première année, a été assez bien reçue par l'opinion publique parce que les parents comme les enfants qui sont étudiants voyaient bien que le système précédent ne marchait pas et avait abouti à un désordre total. Donc, au fond, les sondages le montrent. Les syndicats, dans leur action de contestation, ne sont pas très appuyés par l'opinion publique. Et en outre, plus les grèves durent, plus l'exaspération des usagers s'en mêle et les rend difficilement acceptables. J'ajoute que les syndicats, qui sont déjà structurellement très faibles en France, continuent à s'affaiblir. Et ils ne peuvent que s'affaiblir de plus en plus quand ils se lancent à l'usure dans des luttes absolument interminables et où il n'y a pas d'issue possible. C'est vraiment le cas de la SNCF et c'est sans doute la responsabilité de la CGT de mener des combats sans espoir mais de façon répétée. Lucille Schmitt. Oui, trois remarques en fait, en reprenant les différents acteurs qui ont été évoqués par nous depuis le début. Le gouvernement Philippe et Emmanuel Macron. François vient de nous dire qu'il y avait ce circuit de réforme à plusieurs pistes. Je crois que le sujet, c'est effectivement tactiquement, en ouvrant plusieurs circuits, ça permet de juguler les oppositions et d'avancer. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on va et est-ce qu'il y a une vision de la réforme claire. On a parfois le sentiment qu'on se retrouve en fait dans l'Angleterre de Tony Blair ou dans l'Allemagne de Schröder. Et la question qui est posée, c'est est-ce que ça n'a pas marché dans ces deux pays ? Est-ce qu'il faut faire la même chose en France avec cette spécificité française autour du service public, du rôle de l'État ? Donc, la question de la vision de la réforme, elle est posée, et même si on est bon tactiquement, il faut savoir où est-ce qu'on va. La deuxième chose, c'est par rapport aux syndicats. Effectivement, on peut être extrêmement déçu de la manière dont les syndicats n'ont pas réussi face à cette contestation, en fait, de l'absence de modèle Macron, comme le disait Jean-Louis. Je crois qu'il n'y a pas de modèle et que la société française le perçoit, qu'on ait voté Macron ou pas, on le perçoit et il y a une forme de déception et on attend l'autre modèle. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un retour de la France éternelle sur le côté irréformable. Je crois qu'il y a l'attente du nouveau modèle et que le nouveau modèle, on ne sait pas très bien qui va le porter. Les syndicats, dans leur union, auraient pu imaginer de porter un modèle et au fond, pas du tout. Ils ont affiché une union qui, lorsqu'il s'agit de porter un projet, n'a pas débouché sur un projet commun. Et on voit bien que c'est là le problème qu'ils ont, c'est que au moment crucial, par exemple sur la SNCF, on se retrouve avec la CGT d'un côté qui va avec Mélenchon et la France Insoumise, et de l'autre côté, l'UNSA et la CFDT qui vont négocier avec le Sénat. Et donc, il n'y a plus de front syndical lorsqu'il s'agit du projet. Et ce qui est extrêmement dommageable, c'est qu'est-ce que négocient l'UNSA et la CFDT avec le Sénat et avec le gouvernement Philippe ? Ils négocient des avantages corporatistes. Ils négocient le fait que lorsqu'on ouvre la SNCF à la concurrence, on va pouvoir ne pas vouloir aller à la concurrence. En fait, ils négocient des choses sur le statut des cheminots, alors que le sujet de la réforme SNCF, c'est un sujet sur le transport de demain. L'impossible réforme qui consisterait à assimiler le projet de société et la réforme de la SNCF, elle n'existe pas, les syndicats ne l'ont pas portée, pas plus que le gouvernement. Je termine sur la société française, parce que je ne peux pas laisser Jean-Louis nous décrire la société française comme suicidaire. Je pense que tout simplement, elle est attentiste, elle est extraordinairement résiliente sur le terrorisme. Il y a des jeunes qui sont extrêmement créatifs, simplement, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Donc le sujet, c'est quand est-ce qu'on va donner le pouvoir au sein de la société française, à ceux qui créent, à ceux qui portent quelque chose, et arrêter d'une manière assez dépressive à nous décrire comme des gens qui, au fond, ne savent pas avancer. Je crois qu'il y a d'une manière invisible, un élan dans la société française. Ça, il existe du côté des startups, il existe du côté de l'écologie, il existe, du côté de la création culturelle. Et je ne peux pas supporter qu'on nous dise qu'au fond, le seul mec qui est la patate en France, ce soit Emmanuel Macron. C'est pas vrai. Il y a des tas de gens qui sont, au fond, aujourd'hui inconnus, mais qui portent une force de la société française. Marc-Olivier Padis. Mais Lucille dit, ce qu'on ne voit pas, c'est la perspective politique du mouvement de réforme. Moi, je reviens
reviens juste au mandat politique qui a été donné à Emmanuel Macron au moment de l'élection présidentielle, parce que c'est ça qui explique pourquoi l'opinion est attentiste aujourd'hui par rapport à ces mouvements qui arrivent en fait beaucoup trop tôt dans un quinquennat où on a une nouvelle équipe politique qui a une forte légitimité. L'analyse de l'équipe d'Emmanuel Macron, quand ils ont fait leur grande marche, ils ont interrogé les Français de façon assez large. Et ce qu'ils ont retenu du message des Français, c'est de dire la société française a changé. La société française, elle bouge. Je rejoins de ce point de vue-là ce que dit Lucile. Et aussi ce que disait François, dans le fond, dans un mouvement balancé. On a l'impression que dans cette lutte sociale, on rejoue la vieille histoire ancrée dans le 19e, etc. En réalité, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, le message qu'a entendu La République En Marche, c'est de dire la société française, elle bouge, elle a changé, elle change. Il y a un point de blocage, en réalité, c'est la classe politique, c'est le monde politique. Et c'est là qu'il faut bouleverser parce que c'est ce qui a le moins changé en France. En réalité, la fonction publique a changé, les métiers ont changé, les nouvelles technologies sont arrivées, bref, tout ça. Et donc, le mandat qu'avait Emmanuel Macron, c'était de bouleverser cette classe politique. Et c'est pour ça que La République En Marche a eu un tel score aux élections législatives. Après, il ne faut pas qu'il refasse, à mon sens, de la politique à l'ancienne, de l'ancien monde, c'est-à-dire la politique bonapartiste de l'État qui veut changer la société par décret. On sait depuis longtemps que ça ne marche pas comme ça. Jean-Luc Bourlanges ? Oui, je ne comprends pas très bien ce que vous dites l'une et l'autre, parce que je trouve, quand je dis qu'il y a des tendances suicidaires, je crois il y a en tout cas des tendances très fortes à l'anomie qui se caractérisent effectivement par des mouvements qui sont des mouvements d'autodestruction. Mais je ne veux pas du tout dire qu'il n'y a pas, loin de là, j'ai dit exactement le contraire, qu'il n'y a pas une aspiration au changement. Et là, je trouve que République En Marche a collé à ça. Enfin, le monde politique ne bloque rien. Le monde politique est soumis, complètement soumis. La France insoumise joue d'ailleurs sa partition dans cette soumission, en faisant semblant d'être insoumise. La majorité obéit, mais ce sont des gens qui représentent cette jeunesse, c'est pas du tout le vieux monde, c'est des gens qui sont jeunes, qui sont actifs, qui viennent de l'entreprise, qui sont le monde des start-up. Simplement, ce qui me frappe, moi, c'est qu'ils ne sont pas porteurs d'un modèle social. Et je trouve que la France, si je décris très schématiquement la chose, la France se divise en trois aujourd'hui. Il y a une majorité qui est précisément celle-là, l'aile marchande de République En Marche et du macronisme, qui veut instituer une société très profondément différente, fondée sur les valeurs d'entreprise, la mondialisation, la nouvelle technologie, etc. Tout ça est porté, va avec un certain dynamisme, mais ça ne définit pas vraiment un modèle. À côté, vous avez un bon tiers de Français qui disent non. Nous ne voulons pas de ce nouveau monde. Nous sommes attachés aux régularités, aux stabilités, aux protections de l'ancien monde et qui s'identifient évidemment à Mélenchon parce qu'il porte la protestation de cet ancien monde plus fortement que les autres. Et puis au milieu, vous avez, je crois, un bon tiers de Français qui sont absolument convaincus que l'avenir sera totalement différent du passé et qui donc ne critiquent pas, ne se sentent pas solidaires ni des grévistes, ni des étudiants qui martyrisent ce pauvre algorithme qui a du mal à se faire une place au soleil pour l'accès à l'université, qui regardent tout cela avec une très grande absence de solidarité, mais qui en même temps ne voient pas les régularités du monde nouveau, les régularités sociales, les régularités politiques. Il n'y a pas de modèle démocratique. Le modèle démocratique, évidemment, Macron a pris appui sur une revendication de la société participative. Il en a déduit une chose, c'est que les Français n'aimaient plus la démocratie représentative. Donc, on a une démocratie représentative en crise, mais il est évident, comme cette démocratie participative, ça peut pas marcher, que ça profite forcément à l'appareil d'État. Donc on a une très grande incertitude et ça explique, et je termine par là, ça explique l'absence de convergence des luttes. Les gens sont sont tous enfermés dans leur galerie de mines. Les pilotes, les cheminots, ils ne convergent pas entre eux parce que ils protestent, ils veulent maintenir leur affaire. Il y a un radicalisme, une radicalisation du corporatisme
qui explique la dureté des conflits et l'absence de convergence en même temps. Lucille Schmid. Oui, je crois que la demande est plutôt une demande de respect qu'une demande de défense des intérêts corporatistes. Il y a une demande de respect des fonctionnaires, par exemple, notamment à l'hôpital, sur les services sociaux, avec ce sentiment qu'on n'a plus les moyens de faire son travail et qu'on est dénoncé comme étant un privilégié, alors même qu'on est dans une vraie difficulté professionnelle et qu'on fait tous les jours tout ce qu'on peut pour lutter contre les inégalités. Donc, cette demande de respect, elle existe aussi du côté de la SNCF. Je crois que les cheminots l'ont exprimé extrêmement fortement. Je suis pas sûre que les syndicats relaient correctement cette demande de respect professionnel, mais je crois qu'elle est assez puissante. Je dis pas que Emmanuel Macron n'essaie pas de lutter contre ça, mais il y a un langage à trouver qui, à mon avis, n'a pas été trouvé. On peut être un jeune vieux, et on peut être un vieux qui entend la demande de respect. Je rappelle que Jeremy Corbyn, par exemple, au Royaume-Uni, a eu un vote massif des jeunes parce que, quelque part, il représentait la demande de cette génération qui se disait « je n'aurai pas droit à ce à quoi mes aînés ont eu droit ». Donc il y a quelque chose autour de ça qu'il faut trouver. C'est le langage pour s'adresser à la société française. Et je ne crois pas que cette société soit corporatiste. Il y a quand même quelque chose d'étrange, c'est que toute cette jeunesse politique qui est arrivée venue de la société civile, qui n'avait pas été, j'emploie le mot avec toutes les réserves, qui n'avait pas été contaminée par le vieux monde, cette jeunesse qui est entre autres à l'Assemblée nationale, cette jeunesse, elle fait Jacadi. Jacadi votait, on vote, Jacadi ne bougeait pas, on ne bouge pas, et il me semble que sur ce plan-là, il y avait eu dans la manière dont le mouvement macronien s'était organisé, tous ces militants qui allaient solliciter les gens, leur demander de décrire leur situation, ce qui allait, ce qui n'allait pas, etc. Il y avait vraiment l'espoir, la promesse en tout cas, d'un renouveau de l'expression du corps social, et comme effectivement je suis de ceux, c'est pas très original, qui pensent qu'on ne change pas une société par décret, il y avait à la fois avec l'idée de la réforme, il y avait aussi l'idée de cette présence, cette expression de la société qui pouvait garantir en effet que la réforme marche. Ça a complètement disparu. Où sont les marcheurs ? Où en sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Est-ce qu'ils ont encore d'ailleurs quelque chose à dire ? Ou est-ce qu'ils attendent sagement, l'arme au pied, qu'on leur dise « Bon, allez, maintenant c'est les européennes, vous y retournez, et puis bientôt ce sera les municipales, vous y retournerez aussi ». Moi, il me semble que sur ce plan, il y a quelque chose, il y a sûrement une déception chez beaucoup de gens, et il y a aussi quelque chose qui dénonce une faiblesse de cette nouveauté qui n'en est pas tant une. François Bujon, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, je vous rejoins, Philippe, tout à fait. On ne les entend pas, effectivement. Et en dehors du gouvernement, qui fait son métier, et du président de la République, on n'entend pas beaucoup d'autres voix politiques s'élever au sein de ce qui devrait être un concert, un orchestre un petit peu mieux réparti. Et c'est d'autant plus dommage que je pense, et je reviens sur ce qu'ont dit plusieurs d'entre nous, qu'il y a effectivement au sein de la société française un mouvement de progression qui n'est pas forcément très visible, mais qui est très très fort. Alors, il y a tout ce qui se passe dans le monde économique, effectivement l'innovation, les startups, etc. Mais il y a simplement l'évolution même de l'opinion qui, dans l'ensemble, est favorable à des réformes, voit la nécessité de réformes dans un grand nombre de domaines et, de ce fait, ne soutient pas ceux qui s'y opposent, finalement. Car elle a le sentiment qu'il faut faire ces réformes. C'était vrai pour le Code du travail, de façon générale. C'est vrai pour l'éducation nationale, où moi, ça me frappe quand même beaucoup, ce besoin de réforme. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est très bien senti, très bien compris par beaucoup de gens. Et au fond, cette espèce de majorité silencieuse est la clé du succès des uns ou des autres, soit des réformateurs, soit de ceux qui s'y opposent, mais il me paraît plutôt être en faveur de la réforme. Le tout est qu'il faut savoir la mener et qu'il faut savoir effectivement l'expliquer. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, juste un mot. Je crois que la France effectivement est divisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en trois. Et je pense qu'il faut en trois parties plus ou moins inégales. C'est un peu comme l'apéritif dans Marius, quoi. Il peut y avoir des tiers inégaux. Bon, mais le problème, c'est que il faut repartir de l'idée de Valéry Giscard d'Estaing que la France peut marcher si elle réunit 2 Français sur 3. Or, pour l'instant, on n'en est pas là. On a 3 tiers de Français qui se regardent les uns les autres, ceux qui vont de l'avant, mais qui ne sont pas porteurs d'un modèle applicable à tout le monde.
C'est ça, ce sont des pionniers, les start-up, les mondes, et ce sont des gens qui se débrouillent, qui savent vivre, qui savent commercer, mais il y a tout un ensemble de gens qui ne sont pas pris en compte, ceux qui refusent et ceux qui sont dans l'attentisme. Et le problème du gouvernement, le problème d'Emmanuel Macron, et je ne crois pas qu'il fasse exactement les gestes qu'il faut pour y arriver, c'est de coller les premiers, de soutenir les premiers, mais de répondre aux attentistes et donc d'inventer. Je trouve qu'il y a un manque d'imagination au pouvoir actuellement en matière de révision institutionnelle. C'est évident, il n'y a pas une réflexion sur ce que devrait être une grande démocratie au plan national et au plan européen d'ailleurs, qui puisse parler aux gens. Et le modèle social, même chose, et le modèle économique. Donc on a à la place des mesures qui sont généralement assez bonnes, des réformes très cloisonnées, très techniques, très suscitées par Bercy en réalité, et on n'a pas cet amalgame entre la France qui attend, qui hésite, et la France qui avance. 3 tiers, un Français sur 3 qui soutiennent Macron, réellement, et alors que Giscard avait raison, on avance si on a 2 Français sur 3 derrière soi. Lucille Schmitt. Oui, je voulais juste dire une chose, c'est que ce qui me frappe, c'est qu'autant le projet d'Emmanuel Macron pour l'Europe, par exemple, semble assez structuré, autant c'est vraiment plus compliqué pour lui d'avoir un projet pour la France. Et ça, je pense que c'est aussi la difficulté. C'est-à-dire que, par exemple, on vient de faire référence à Valéry Giscard d'Estaing, au général de Gaulle, à Nicolas Sarkozy. J'observe d'ailleurs qu'on n'a pas fait référence à des personnes de gauche. Mais par rapport à ça... Vous voulez dire à Jacques Chirac Je pense que ça montre que quelque part Emmanuel Macron, pour devenir vraiment président des Français, il a besoin d'inventer ce projet pour la France et que il a un projet pour l'Europe et visiblement il a sur l'Europe d'ailleurs des discours assez remarquables. Il n'a pas la même chose pour la France et à mon avis c'est là-dessus qu'on pourra le juger dans l'année qui vient. Marc-Olivier Padis. En même temps, on pourrait dire à l'inverse que je pense qu'il a le même problème au niveau européen qu'au niveau français, c'est-à-dire quels sont ses interlocuteurs. Il fait des très beaux discours sur l'Europe, moi j'étais très convaincu de les entendre, mais il n'y a personne pour lui répondre. L'Allemagne ne veut pas répondre, l'Italie sera hors d'état de répondre, elle va présenter elle-même ses propres revendications, les Britanniques sont plus là, les Européens de l'Est sont aux abonnés absents, etc. Mais c'est pareil dans la société française, qui sont les interlocuteurs ? Et je pense que c'est ça la difficulté. Et là, on retombe. Philippe demandait où est passé ce mouvement des marcheurs, cette transformation de la vie politique qui était promise par la campagne d'Emmanuel Macron. Je pense que après, on se confronte à la logique des institutions. C'est dire que les institutions sont faites pour fonctionner avec un État volontariste, avec une personnalisation du pouvoir, et que ce mouvement de la République en marche s'est fondu dans les institutions comme avant les socialistes et comme tout le monde. Et donc la difficulté, c'est qu'ils ne parviennent pas à réinventer ce système institutionnel qui est tellement confortable pour le président, qui lui donne tellement d'atouts, tellement de cartes en main. Et le risque, c'est qu'il en oublie ce besoin constant de retrouver la société et de laisser s'exprimer, de laisser se développer la société. Donc c'est assez fascinant de voir la puissance des institutions. Je remarque juste une chose au passage, c'est que le président et l'équipe gouvernementale n'utilisent plus le mot de réforme, justement, parce que c'est un mot qui a été galvaudé sur le sens réforme autoritaire, modernisation autoritaire, la réforme d'en haut, cette espèce de discours qui a été complètement épuisé et galvaudé sur la réforme. Donc, il parle de la transformation de la société. Et pour une part, cette transformation, elle se fait d'elle-même, mais c'est l'articulation de comment se relier à cette transformation de la société qui reste le point à règle. Oui, c'est ça. Je fais ça. Oui, non, pardon, François Bugeaud. Non, juste, je crois que l'assimilation entre la scène domestique et la scène européenne rencontre assez vite ses limites, finalement. C'est quand même beaucoup plus facile d'agir sur la scène domestique quand on a un président de la République élu au suffrage universel, avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale, avec des règles du jeu institutionnel très définies et un programme de transformation, vous avez raison, Marc-Olivier, c'est ça le mot-clé, que dans la scène européenne. Dans la scène européenne, il est beaucoup plus difficile. On peut faire un discours, et Macron a fait un discours qui est excellent, qui est structuré, qui est
a eu d'ailleurs beaucoup d'échos, qui a eu un succès d'estime. Mais il est seul, il n'a personne avec qui jouer au ballon. Effectivement, il n'y a pas d'Allemand, il n'y a pas d'Italien, il n'y a pas d'Anglais, et rien ne peut avancer. Et il est en panne, et ce qui vient de se passer en Italie, et l'avènement de la coalition tout à fait inédite qui va être au pouvoir en Italie, va encore beaucoup compliquer le jeu européen. Donc il n'y a vraiment personne. En France, il a les moyens, en réalité, et s'il a le soutien de l'opinion, il peut véritablement faire avancer le pays sur la voie de la transformation. Lucile Schmitt. Oui, je trouve que ce que vient de dire Marc-Olivier sur les institutions est très intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a un faux confort des institutions, et on peut se demander si vraiment ces institutions de la Ve République, puisqu'on a choisi de confirmer ces institutions, la réflexion sur la Sixième République, qui est une réflexion qui finit par faire rire, parce que ça fait 20 ans qu'elle dure, et quand on en discute avec des étrangers, des gens qui ne sont pas français, ils disent, au fond, la Sixième République, pour vous, c'est une manière de dire qu'on démocratiserait la Cinquième République, et vous ne le faites jamais. Mais je me demande si Emmanuel Macron, sans parler de Sixième République, ne devrait pas se poser la question de cette démocratisation institutionnelle pour durer. Parce que, personnellement, je ne crois pas à l'homme providentiel dans une société mondialisée, globalisée, si on veut porter un projet européen, et on voit bien que la question, c'est au fond de forcer un tempérament où, comme tu viens de le dire, il y a une espèce de confort institutionnel à être autoritaire, et d'ailleurs à ce que tout le monde parle de Macron pour dire on est anti-Macron ou pro-Macron, tout en étant en fait dans l'expectative. Et moi, j'attends le grand discours de démocratisation d'Emmanuel Macron, parce que je pense qu'on peut changer, non pas la société par décret, mais en donnant un signal fort, en disant mais j'attends des réponses, j'attends des propositions de votre part, j'attends que vous vous mettiez en mouvement, et pas seulement dans des trucs sur Vivatech ou sur la question de l'innovation devant un parterre de start-up. Et par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis sur les 3 tiers, moi je crois qu'effectivement, il y a peut-être des tiers comme ça au moment des élections, mais il n'y a pas des vrais tiers entre les élections. C'est-à-dire que je crois que les Français se parlent entre eux, quels que soient leurs milieux sociaux. Je crois qu'il y a une réalité de la façon dont on se mélange socialement pour discuter, etc., mais que ça se retrouve jamais au moment des échéances politiques. Et donc toute la question, c'est comment ces 3 tiers peuvent se mélanger, et comment, au fond, le mandat de Macron permettra ce mélange de façon à ce qu'il y ait une espèce de projet portant à la fois une démocratisation et une réforme institutionnelle, et où chacun puisse trouver sa place. J'insiste là-dessus, c'est pas seulement pour faire, c'est pas seulement pour faire un petit truc un peu cucu, mais c'est pour dire que cette question de comment chacun trouve sa place et comment on n'est pas seulement un start-upper quand on a fait Bac+8, c'est une question qui est posée aussi à Emmanuel Macron. Redonner de la dynamique à ceux qui peuvent se sentir exclus, et on rejoint la question des banlieues. Jean-Luc Bourlange. Oui, je voudrais reprendre ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je ne crois pas qu'il y ait eu une véritable offre surgie du fond de la société autour de la campagne électorale de Macron, qui se serait traduit par un modèle assez précis. Je pense que je suis vraiment un grand pessimiste sur le plan de politique française, et je crois que ce qui a fait l'élection de Macron, c'est 3 choses, et 3 choses seulement. C'est l'obsolescence d'un discours de gauche qui était incarné par les frondeurs en réalité, et avec lequel Hollande n'avait pas su pleinement rompre, et qui était là, les Français ont eu le sentiment que ça n'était plus possible, on ne pouvait pas continuer sur ces thèmes, ces modes, ces slogans. Et donc il y a eu vraiment une réaction de type blairiste, d'ailleurs une réaction assez moderniste. Deuxièmement, il y avait l'obsolescence du personnel politique, c'est-à-dire des gens comme moi, des baby-boomers, des gens qui sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale, qui ont occupé le terrain de façon incroyable, qui ont pris le pouvoir autour de mai 68, entre 68 et 81, qui ont eu une première partie très conquérante en démolissant l'Union soviétique et le Parti communiste, avec les Walesa, Havel, etc., et qui après n'ont plus rien fait sinon occuper le pouvoir à la place des autres. Et là, il y avait une réaction qu'on ressent, la réaction générationnelle, on la vit tous les jours, dehors les vieux cons, et ça c'était quelque chose de très puissant. Et puis troisièmement, il y a eu l'effondrement du candidat de droite. Fillon s'est révélé pour des raisons X et Y assez rapidement totalement inéligible, et ça a fait basculer ça. Et tout ça s'est ajouté, mais tout cela ne constituait pas en soi
un modèle différent. Et donc là, le gouvernement doit inventer cela. Et effectivement, la tendance d'Emmanuel Macron, c'est une tendance consulaire. On voit bien, quand on lit le livre de Guénifé, par exemple, ou les livres de Tullard sur Napoléon, sur le consulat, on voit bien à quel point les réactions sont proches. Bonaparte est un homme qui veut changer les choses, qui a des tas d'idées, surtout qui est agacé par les avocats, par ceux qui discutent. Là, nous, c'est les parlementaires qui agacent ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Le Parlement, c'est pas le corps intermédiaire, c'est la représentation nationale, mais enfin, on l'assimile à un corps intermédiaire. Tout ça est vécu de la même manière. Or, ça, il est certain que ce néo-césarisme consulaire n'est pas la réponse adaptée à la société française. Je suis d'accord sur les 3 points que Jean-Louis vient de mentionner sur leur effet, mais je n'en pense pas moins que mon 4e point est un point très important qui a eu à la fois une promesse et un espoir dans cette mobilisation de beaucoup de gens des générations, en plus les plus jeunes. Je l'ai vu des yeux qui vous parlent, comme on dit dans la biche. Je suis allé participer dans la banlieue parisienne à un débat à l'invitation d'une des candidates, et là j'ai vu les troupes de cette candidate, qui a d'ailleurs été élue, une candidate En Marche, qui était non seulement nombreuses, mais qui étaient enthousiastes et qui ont passé presque 3 semaines à coucher par terre pour pouvoir faire... Et qui avaient vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose, non pas qui allait se passer seulement à travers l'élection de leur candidate, que d'ailleurs ils ne connaissaient pas seulement à travers la défaite de son adversaire, qui était absolument archétypique, c'était même pas un frondeur, c'était un truc ni chair ni poisson, il était frondeur quand il fallait et pas frondeur quand il fallait pas, et l'essentiel étant que son discours lui permette de passer sur une des chaînes d'information. Il a été battu à plat de couture, mais c'était pas ça leur espoir, c'était une satisfaction marginale, certes substantielle, c'était qu'il allait se passer quelque chose dans quoi il serait des acteurs, non pas par une ambition de réussite sociale ou de réussite financière, mais par l'ambition de participer à une société qui soit une société vivante. Ceux-là, où sont-ils? Je leur pose la question, puisque après tout, nos auditeurs sont... Février 1848, ce que vous décrivez. Puisque nos auditeurs la candidate dont vous parlez est l'incarnation même de la reprise en main technocratique par la majorité. Il ne nous reste que peu de minutes, Lucille. Non, attendez, Philippe, j'étais en train de lancer un appel d'une importance considérable, et personne ne me laisse parler, c'est quelque chose. Je dis donc, puisque nos éditeurs sont très réactifs et qu'ils n'hésitent pas à nous faire part de leurs suggestions, je dis à ceux qui étaient dans ce mouvement, je leur dis, écrivez-nous, dites-nous où vous en êtes, où vous êtes et comment vous vivez, vous, cette première année d'une présidence à l'avènement de laquelle vous avez puissamment contribué. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais juste dire une chose, c'est que cette interrogation sur où sont passés les marcheurs, et notamment ceux qui ont été élus, qui sont aujourd'hui députés, elle rejoint en fait la difficulté qu'il y a lorsqu'on débarque dans ce milieu politique, qui est un milieu très particulier, dans lequel la question de la violence, par exemple, je veux dire, vous subissez des pressions tout le temps. Les pressions, c'est la discipline, l'unité. Et à côté de ça, donc l'objectif de conserver l'unité, d'être fidèle, d'être discipliné pour mener la grande réforme, le moment historique de Macron, est évidemment un vrai sujet pour ces jeunes députés par rapport à cette question du contenu et des convictions et des valeurs. Et je pense que ce qui s'est passé au moment de la loi Asile et Migration a montré comment ils ont préservé l'unité au détriment des valeurs. Je vous remercie, Laura Sonnette, de notre dernière séquence, la séquence des brèves que je vais introduire, là aussi grâce à un auditeur. Donc ça n'est pas en vain que je fais appel à la réactivité de nos auditeurs. Il y a actuellement au musée Guimet une exposition qui s'appelle Le Monde vu d'Asie. C'est une exposition qui montre comment les cartes géographiques, les japonaises, les chinoises, les indiennes, les coréennes, se sont représentées le monde au fil des siècles. D'abord, sur le plan de l'esthétique, ce sont des cartes absolument magnifiques, et sur le plan de l'analyse géographique ou géopolitique, il y a là de quoi méditer et de quoi se renseigner. Et donc, j'incite vivement ceux de nos auditeurs qui sont parisiens, banlieusards ou qui viendraient à venir à Paris. Et François, je crois que c'est une exposition qui vous ravirait particulièrement, à aller voir cette exposition, Le Monde vu d'Asie, au fil des cartes. Marc-Olivier Panis. Alors, je voudrais vous recommander une revue qui s'appelle Les Carnets du paysage, qui est publiée par Actes Sud en commun avec l'École nationale supérieure du paysage, qui est une revue dirigée par 2 philosophes, Jean-Marc Besse et Gilles Tiberghien, qui sont tous les 2 spécialistes de questions de géographie et du paysage. Et ce numéro est consacré à la question du commun, c'est-à-dire à la gestion collective des biens communs, des ressources communes,
Et précisément, c'est souvent à propos des ressources naturelles que la question des communs a été posée et développée. Par conséquent, le paysage est concerné de multiples manières par ce sujet. On trouvera dans ce beau numéro qui est richement illustré, c'est une très belle présentation, des articles du paysagiste Gilles Clément, de la philosophe Catherine Larère et de beaucoup d'autres. Donc, je rappelle les carnets du paysage chez Actes Sud. Jean-Luc Bourlange. Oui, si vous détestez le stalinisme, vous avez bien sûr la vieille option qui consiste à lire l'opium des intellectuels de Raymond Aron, mais je dois dire que il faut aller voir La mort de Staline. On peut penser, est-ce que là vraiment c'est un produit absolument exceptionnel parce que c'est une vision assez claire des intrigues abominables qui ont entouré la mort de Staline, notamment le complot de Beria qui se termine par sa revolverisation par ses petits camarades. Donc c'est assez sérieux, mais en même temps c'est quelque chose. C'est un film par un Britannique qui porte un nom italien, Armando Iannucci, sur la base d'une bande dessinée de Robin et Dury qui était assez remarquable. Et c'est plus réel, c'est pas réel du tout. Ces gens parlent anglais, ces gens physiquement ne prétendent pas vraiment ressembler aux modèles, bien qu'on les voit tous, Khrouchtchev, Beria et les autres, mais c'est surréaliste, c'est-à-dire que c'est plus réel que le réalisme. C'est une espèce de description hilarante, à la Monty Python, etc., mais hilarante de toutes les pathologies d'un régime absolument abominable, et on voit que la dénonciation de l'horreur par la dérision, c'est souvent beaucoup plus efficace que par l'indignation. On racontait en Union soviétique cette blague selon laquelle le Politburo est réuni par Khrouchtchev qui leur annonce que Staline est mort. Et à ce moment-là, après un long silence, une voix s'élève et dit « Qui va aller le lui dire ?» Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais recommander d'aller à la Cinémathèque française voir l'exposition sur Chris Marker qui s'appelle Les 7 vies de Chris Marker. Et il se trouve qu'en même temps, c'est choisi, hein, la revue Esprit, et je vais faire un petit peu d'autopromotion pour cette revue, publie un numéro qui s'appelle Les engagements de Chris Marker. Et vous savez, Chris Marker, c'est à la fois c'est un intellectuel, cinéaste, enfin bon bref, c'est un artiste voyageur polymorphe. Et il y a notamment dans cette revue, ce numéro de la revue Esprit, un article qui est repris de Chris Marker, qui s'appelle Croix de bois et chemin de fer, qui raconte un voyage en chemin de fer en Allemagne dans les années 50 de Chris Marker, où il se confronte à des Allemands, et notamment il y a une citation absolument extraordinaire où quelqu'un lui dit: je suis arrivé à Paris en juillet 1944. Pas de chance, nous avons été obligés de repartir tout de suite. Et je trouve que par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis sur la dérision, ça résume tout à fait l'esprit de... Enfin, lisez ce numéro. Chris Marker était lié à Esprit, c'est là où je l'ai rencontré au début des années 70. Oui, il est très ami de Casamayor, qui animait le journal à plusieurs voix. Je l'ai retrouvé ensuite au milieu des années 80 sur le tournage du Ran de Akira Kurosawa. C'était un personnage indescriptible, c'était une espèce de chat. On ne savait pas où il était, on ne savait pas par où il arrivait. Il était très peu expressif et en même temps, il avait une façon de vous faire comprendre que il vous avait à la bonne ou pas, d'ailleurs j'imagine aussi, mais c'est vraiment un personnage qui a marqué, je crois, tous ceux qui l'ont rencontré et plus encore, enfin et tout autant ceux qui peuvent aujourd'hui le lire ou voir les films. Il a fait notamment sur le tournage du Ran d'Akira Kurosawa, il a fait un film absolument remarquable. François Bujon de l'Étang. Moi, je voudrais simplement saluer la mémoire de Philip Roth, qui nous a quittés cette semaine, à l'âge de 85 ans, et dont il faut vraiment être un Scandinave semi-assoupi du jury du prix Nobel pour ne pas constater que c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Du harcèlement sexuel, ils peuvent pas tout être partout. Ils peuvent pas lire un spécialiste de la sexualité. Ils auraient pu s'intéresser à Portnoy, du coup. Ils ne l'ont pas fait. Il est vrai qu'ils ont déjà raté Joyce, Proust et Nabokov, qu'ils n'ont pas davantage couronné. Simplement, mais ils ont couronné Sully Prudhomme. Ils ont couronné Sully Prudhomme. Simplement un mot pour dire que Philip Roth est vraiment probablement le plus grand écrivain américain de la deuxième moitié
du XXe siècle, que c'est un homme qui, au-delà des explorations psychanalytiques, mais brillantissimes, de Portnoy, s'est beaucoup interrogé sur la nature humaine, que ses dernières œuvres sur la maladie, le vieillissement, la mort sont absolument bouleversantes dans l'ensemble, et que ses grands romans, comme American Pastoral, par exemple, décrivent les névroses ou les maladies de la société américaine du siècle dernier avec une acuité, avec un talent qui en font un vrai géant de la littérature. Je vous remercie. Je vous rappelle donc que vous pouvez nous retrouver et faire en sorte que d'autres nous retrouvent sur notre site lenouvelespritpublic.fr, que cette émission est préparée avec Valentin Petit et Alicia Daucher, que c'est Nicolas Tourneau qui assure l'animation du site, Maxime Olivier et Thibaut Delage pour l'arrière-boutique en assure l'enregistrement de cette émission, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, la production. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Nouvel Esprit Public.